Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Et vous écoutez Sud Radio 0826 300 300. Vous avez peut-être un fils ou une fille, une petite fille ou un petit-fils qui prépare sa rentrée, soit au lycée par exemple, soit au collège, soit à l'université aussi. Faut-il s'inquiéter pour cette rentrée 2022-2023 ? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. La rentrée à l'heure de l'inflation, tout coûte plus cher, on l'a dit, et les aides ne suivent pas toujours. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, justement, quand on prépare sa rentrée scolaire ou universitaire ? On en parle avec nos deux invités. Imam Oueladj, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Isabelle Ferry. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous également sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente de la PEP, deuxième organisation de parents d'élèves. Tout simplement, je le disais, les deux rentrées qui coûtent cher, ça peut se mesurer d'ailleurs. L'UNEF, vous avez vous-même publié votre propre enquête qui concerne pas que la rentrée universitaire, ça concerne en gros le prix de la vie étudiante pour l'année qui vient. Et ça augmente. Qu'est-ce qui augmente ? Ça augmente, c'est un peu tout qui augmente finalement. On a une augmentation cette année de 6,47% du coût de la vie pour un étudiant ou une étudiante en France. Et en fait, ça augmente autant, plus que l'inflation nationale. Tout simplement parce qu'en tant qu'étudiant, nos postes de dépenses, c'est les postes de dépenses de première nécessité. Donc c'est loyer, alimentation, transport, énergie. Et il y a eu des hausses qui étaient quand même assez significatives, notamment le chiffre qui est l'un des plus parlants, c'est l'augmentation sur l'alimentation, avec une augmentation qui atteint des 6,7% de l'inflation. Et ce qui parle beaucoup en tant qu'étudiant, c'est le prix du paquet de pâtes qui augmente de 15% cette année et qui du coup a un impact considérable de notre vie en tant qu'étudiant. Les étudiants sont plus impactés par la hausse du paquet de pâtes que celle de la moutarde, par exemple, on pourrait le dire. Mais il y en a beaucoup aussi qui en mangent. L'inflation de la rentrée, elle concerne aussi les parents d'élèves. Et là, je redescends un petit peu ceux qui sont pas encore étudiants. Mais je rappelle que vous êtes avec nous également, Isabelle Ferry, vice-présidente de la PEP. Bon, il y a un panier. Aujourd'hui, en plus, c'est le versement de l'allocation de rentrée scolaire et c'est une aide qui est la bienvenue en ce moment. Oui, tout à fait. C'est une aide qui est bienvenue parce que dans ce contexte économique, social, où tout augmente, il y a l'inflation, il y a le prix des matières premières, il y a l'énergie. Et effectivement, les parents ont besoin de ce coup de pouce parce que, en plus des fournitures scolaires, faut pas l'oublier, comme l'a rappelé la personne avant moi, il y a aussi l'abonnement pour le transport scolaire. Il y a aussi la restauration scolaire, la cantine qu'il va falloir payer. Et il y a aussi, accessoirement, peut-être une activité extrascolaire, justement, parce que ça fait partie aussi du bien-être de nos enfants. Évidemment. Donc tout a un coût, tout va augmenter et malheureusement, nos familles constatent que les salaires n'augmentent pas autant. Donc ça va être compliqué. Et la question, c'est comment on fait pour faire face à ces augmentations et sur quoi, malheureusement, on rogne quand on n'a plus le choix. Alors ma première question, mais je vais vous la poser aussi, Isabelle Ferry. Première question pour vous, Imam Oueladj, je le rappelle, présidente de l'UNEF. Quand on fait face à des hausses de prix un peu généralisées, surtout, sur quoi on rogne quand on est étudiant ? Quand on est étudiant, c'est un peu difficile de rogner parce que toutes nos dépenses, elles sont nécessaires. Par contre, derrière, on se retrouve depuis un moment maintenant avec des étudiants qui vont rogner sur l'alimentation, qui vont devoir aller faire la queue dans les distributions alimentaires pour pouvoir se nourrir. C'est aussi cet hiver se chauffer, où ça va être de plus en plus compliqué parce que ça a un coût, l'électricité et le gaz. Et donc, tous les ans, on a des étudiants qui font des petits tips pour ne pas payer trop cher l'électricité en donnant l'adresse du magasin le plus proche qui vend des plaids pas trop chers, etc., pour pouvoir se couvrir. Et en fait, c'est comme ça tous les ans. Et c'est même une réponse qu'on a de la part du gouvernement qui, l'hiver dernier, nous avait dit vous avez qu'à mettre un pull dans votre appartement. Comme si c'était normal aujourd'hui en France, en 2022, de se dire pour se chauffer, faut mettre 3 pulls et 2 paires de chaussettes que de pouvoir allumer son radiateur. L'hiver va être compliqué de toute façon. Ça, le gouvernement l'a d'ores et déjà annoncé. On sera amené à en reparler. Alors, c'est bizarre de parler de chauffage en ce moment, alors qu'on vous a parlé énormément de canicule et de sécheresse, mais c'est vrai que ça va être un des sujets de cette année 2022. Sujet qui n'est pas non plus d'ailleurs les parents. Sur quoi on rogne quand on est parent d'élèves ? En fin de compte, c'est du système D. Là, cette année, on le voit de plus en plus. Les parents font le tri d'abord des fournitures passées pour savoir ce qui a été utilisé, ce qui peut être resservir. Quitte à arracher les 10 pages qui ont servi pour le cahier de l'année dernière, on va recycler ce cahier-là. C'est aussi de l'entraide, c'est-à-dire il y a beaucoup de groupes de solidarité. On trouve beaucoup ça sur Facebook, c'est-à-dire des parents qui donnent ou qui revendent des fournitures pas trop abîmées à moindre coût. Ça va certainement être des arbitrages aussi sur les vêtements, c'est-à-dire beaucoup passent maintenant par la deuxième
main l'occasion, donc c'est très bien pour la planète. Mais effectivement, les parents s'échangent plus sur Vinted ou Le Bon Coin. Oui. Et puis, il y a peut-être des arbitrages sur les activités extrascolaires. Est-ce qu'on va payer la licence qui a un coût ou est-ce qu'on va peut-être le mettre au centre aéré du quartier parce qu'on a peut-être une aide ou un avantage à ce que ça soit moins cher. Est-ce qu'on maintient le judo, par exemple C'est ça, c'est vraiment ça, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut rogner sur la part alimentation de la famille, parce que le loyer, on peut pas rogner dessus, parce qu'on a bien besoin d'avoir un toit. L'énergie, ça va coûter de plus en plus cher. Alors même si on met 3 pulls, on éteint tous les chauffages, à un moment donné quand même, il y a un minimum vital à avoir. Ça a ses limites. Voilà, et donc du coup, c'est forcément peut-être sur l'alimentaire aussi que ça va être vu, sur les dépenses de loisirs, j'ai envie de dire, les petites sorties qu'on pouvait s'accorder avant, que peut-être certaines familles ne s'accorderont plus. Sachant que malgré tout, on a l'impression d'en rire, l'histoire des 3 pulls, mais on n'a pas la garantie de pas avoir de coupure d'électricité cet hiver, on le rappelle, puisque les centrales nucléaires françaises sont sous-utilisées en ce moment pour des raisons diverses et variées, et que l'approvisionnement en gaz venant de la Russie en ce moment est plus qu'aléatoire, surtout pour l'hiver qui s'annonce. Donc du coup, on a dit sur quoi on reniait. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour aider d'abord les étudiants à passer cette année? Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'avoir en fait une réelle mise en place en fait d'un statut de l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en 2022, mais à 18 ans, on est majeur légalement, on ne l'est pas socialement. Jusqu'à ses 25 ans, on peut pas demander tout un tas d'aides sociales. Quand on est étudiant, en fait, l'ensemble de nos aides sont calculées sur le revenu des parents, et donc ça correspond pas forcément tout le temps à la réalité qu'on a dans nos vies et dans nos porte-monnaies. Il y en a un certain nombre, mais pas tous, loin s'en faut. C'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est quand même 73% des étudiants qui sont exclus du système de bourse. C'est quand même la grosse majorité des étudiants, et tout simplement parce qu'en fait, soit les parents gagnent un peu trop, soit ils sont en rupture familiale, etc., etc. Et donc nous, à l'UNEF, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la création d'une allocation d'autonomie qui soit universelle, qui permette à tout le monde de pouvoir en fait faire les études de son choix et dans les meilleures conditions qui soient, parce qu'on peut plus rester dans ce système de bourse qui est insuffisant pour les étudiants, parce que pour rappel, l'échelon maximal de la bourse, il est à 550 €, donc c'est clairement pas assez, et c'est que 2% des étudiants qui ont cet échelon-là. Et ensuite, ça permet aussi du coup de pouvoir autonomiser les jeunes, parce qu'en fait, quand on dépend de ses parents à 20, 21 ans, 22 ans, on n'est pas forcément libre de ses choix, alors qu'on est majeur et vacciné. Effectivement, ça c'est un autre aspect, justement, dépendre de ses parents. On a une parent d'élève avec nous, Isabelle Ferry, vice-présidente de la PEP. Une question aussi qu'on va vous poser, parce que j'imagine que vous êtes parent d'élève, donc vous attendez à ce que vos petits bouts de chou finissent par arriver, grandir et arriver à l'université. Comment ça va s'organiser? Comment vous prévoyez ça? On va en parler d'abord. Mais qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour aider vous, parents d'élèves, en général, à traverser cette passe? Alors, on constate que le gouvernement a augmenté un peu l'ARS, mais en dessous du seuil de l'inflation quand même. Mais le problème, c'est que toutes les familles ne le touchent pas. Et on est toujours sur le problème de seuil, y compris dans les bourses scolaires, en fin de compte. Dès que vous êtes au-dessus du seuil, juste au-dessus du seuil, vous n'y avez pas droit. Et pourtant, c'est pas forcément des familles qui sont dans l'opulence et qui peuvent peut-être gréver leur budget parce que justement, elles doivent tout sortir. Après, on peut quand même reconnaître que certaines collectivités territoriales, certaines mairies, départements ou régions proposent des passes. Passe culture, passe sport, justement, des aides notamment aussi pour les élèves qui sont en lycée professionnel, parce que ceux-là ont des fois des mallettes à acheter pour leur filière, des uniformes à avoir, et ça aussi c'est un coût supplémentaire pour les familles. Et nous on retrouve toujours dommage que justement des fois certaines études, alors déjà au niveau du lycée, certains vœux ne sont pas faits justement pour la raison du coût. Et d'autant plus, on le retrouve dans le choix des vœux du supérieur, parce que certaines familles, effectivement, en calculant tout ce que ça va coûter, alors il y a le coût qu'elles n'ont pas les moyens, tout simplement. Elles n'ont pas les moyens parce que l'inscription, alors quand vous allez au lycée ou en CPGE ou dans des BTS, c'est gratuit. Préparatoire de grandes écoles. Ou peu onéreux. Mais dès que vous basculez dans des écoles privées, là ça chiffre très vite. Puis après, il faut rajouter l'hébergement, il faut rajouter, comme le disait mon homologue, il faut rajouter le transport, il faut aussi les nourrir. Et vous vous demandiez quel était l'avenir. Moi, mes enfants sont un peu grands parce qu'ils viennent de rentrer dans le supérieur.
Et je peux vous dire que c'est vraiment des arbitrages personnels, c'est-à-dire entre le choix des études qu'ils souhaitent faire, le lieu où ils peuvent les faire, justement, parce que il faut qu'on prenne en compte tout ça et qu'on n'est pas forcément aidé. Et c'est ça, des fois, qui est malheureux, c'est parce qu'on estime, par des effets de seuil, qu'un élève a droit à une bourse ou pas de bourse, parce que pas de bourse, ça veut dire que ses parents peuvent subvenir à ses besoins, sauf que des fois, c'est pas possible. On peut pas. Alors, quand on a un enfant, on peut, à la rigueur, peut-être, se serrer la ceinture pour un, mais quand vous commencez à en avoir un deuxième, je peux vous dire que là, vous regardez à deux fois le choix des études, les droits de scolarité, les possibilités. Tout à fait. Et les frais de scolarité, plus le loyer dans la ville où les études se déroulent, effectivement. C'est ça. Et selon les villes, c'est très excessif. Enfin, c'est très cher. Il n'y a pas que Paris qui est cher. Oh non, il n'y a pas que Paris qui est cher. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous, l'une et l'autre. Iman Ouelhadj est avec nous, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant. Isabelle Ferry, qu'on entendait à l'instant aussi, vice-présidente de la PEP, organisation de parents d'élèves. Est-ce que vous vous inquiétez à l'approche de cette rentrée? Pourquoi pas d'ailleurs la rentrée universitaire? On en parle dans un instant. D'ailleurs, quelle rentrée et où la rentrée? On va revenir aussi sur les meilleures universités françaises, puisque le classement de Shanghai, le prestigieux classement de Shanghai, a été publié hier. 3 universités françaises sont dans le top 50 mondial. Bravo à elles, même si elles baissent un tout petit peu. À tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. C'est bientôt la rentrée. Désolé d'abréger vos vacances. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler d'ailleurs 0826 300 300. Faut-il s'inquiéter à l'approche de cette rentrée 2022-2023? Rentrée scolaire et universitaire sous le signe de l'inflation. Tout coûte plus cher, on l'a dit, notamment les fournitures, mais aussi le loyer. Tiens, le loyer notamment des étudiants, ainsi que les courses au jour le jour. On en parle avec nos deux invités, Isabelle Ferry, vice-présidente de la PEP, organisation de parents d'élèves, et Iman Ouelhadj, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant. On le disait à l'instant avec Isabelle Ferry, effectivement, les choix sont difficiles quand on a son bac, qu'on quitte le lycée. Où vais-je faire des études? Quel type d'études vais-je faire? Où est-ce que j'ai de la place? Et en plus, combien ça va me coûter? Et ça, c'est un choix qui est particulièrement important en ce moment. Iman Ouelhadj. Tout à fait. Iman Ouelhadj, présidente de l'UNEF. Et vous êtes d'accord, effectivement, Isabelle Ferry, qu'on entendait à l'instant. Oui, c'est ça, et ça commence dès le début de l'année, hein, dès le premier semestre de l'année. On fait ses vœux sur Parcoursup, du coup on doit réfléchir à où est-ce qu'on va vivre. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Isabelle Ferry disait tout à l'heure, c'est que finalement on a souvent un peu le mythe de c'est dur de vivre à Paris pendant ses études parce que Paris c'est la capitale, c'est plus cher, etc. Sauf que en fait finalement on se rend compte que même en province c'est compliqué. Là cette année on se rend compte que le logement il augmente plus rapidement en province que à Paris. Et donc finalement faire son choix d'études en se disant je vais aller à Angers au lieu d'aller à Paris parce que ça coûtait un peu moins cher, finalement en fait dans les faits c'est pas forcément vrai. Et ça coûte tout aussi cher en fait finalement. Angers vraiment au niveau de prix de la capitale? Pas encore, mais ça a quand même beaucoup augmenté. Pour les Angevins. Je vous invite la semaine prochaine à voir notre classement des villes universitaires. On ne manquera pas de le regarder justement. Justement voir le coût de la vie dans chaque ville universitaire. Et en fait ça a vraiment un impact important sur la vie des étudiants, la vie des parents aussi, parce que du coup faut prendre en charge tout ce qui est frais financiers parce que les bourses sont pas suffisantes. Et c'est un impact aussi énorme sur la santé mentale des étudiants et des jeunes, parce qu'on doit faire Parcoursup pour trouver une inscription. C'est pas garanti qu'on trouve une inscription. On va potentiellement quitter le domicile familial et donc aller vivre à l'autre bout de la France pour avoir une inscription et continuer ses études. Et en même temps après il y a tout le stress de comment je vais financer le reste de mes études, parce que si j'arrive à l'université, j'arrive en L1, je sais que j'en ai pour au moins 5 ans, et donc je vais devoir trouver des solutions pour 5 ans pour vivre correctement. Effectivement, c'est une nouvelle vie qui commence de toute façon. Hein. Si vous arrivez en première année de licence, vous avez quitté le lycée, vous êtes en plus majeur, vacciné dans la plupart des cas. Bref, c'est un débat important. Et puis il y a l'autre aspect qui est très important, choisir entre une formation publique et une formation privée, parce que effectivement certaines formations sont extrêmement coûteuses, Isabelle Ferry, et on peut pas toujours se les offrir. Tout à fait. Effectivement, nous, on le voit lorsque nous faisons les salons de l'orientation de l'étudiant. Nous voyons beaucoup de familles, effectivement, avec la liste des vœux de leur enfant. Les enfants sont présents. Et après, quand ils se rendent compte des formations, effectivement, bien souvent, ils viennent nous voir pour nous dire mais est-ce que je suis obligé de vendre un rein pour payer des études à mon enfant? Donc, on est obligé de temps en temps de leur expliquer qu'il peut exister la même version, le même pendant dans le public.
à des coûts beaucoup plus abordables. Mais il reste toujours la problématique du logement, du transport et de la nourriture, justement, à faire face pendant ces années d'études. Donc, effectivement, on peut faire... Généralement, c'est ce qui... fait l'arbitrage, c'est-à-dire pour les vœux. L'enfant part avec une idée, les parents viennent voir dans les salons ce qui existe pour les journées portes ouvertes. La première chose qu'ils demandent généralement, c'est le coût des études. Après, dans quelle ville ça se situe, parce qu'effectivement, après, il y a l'éloignement. Donc après, selon les parents, on est plus ou moins anxieux de laisser son jeune juste à peine majeur, vivre en totale autonomie. Est-ce qu'il va pouvoir se lever sans que maman vienne le réveiller? Est-ce qu'il va arriver à faire cuire son bol de pâtes? Enfin, voilà, ce serait dommage qu'il ne l'ait pas appris à 18 ans quand même, la cuisson des pâtes. Non, mais vous savez, voilà, mais vous savez, on en voit des choses. Et donc, du coup, toutes ces choses-là se rajoutent. Et donc, c'est vrai qu'au final, quand ils sont devant Parcoursup, qui rentrent leurs vœux, bien souvent, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte, mais le critère économique est l'un des premiers. Et le critère effectivement économique est très important. Comment on fait justement lorsqu'on constate que idéalement on a d'excellentes notes par exemple en économie, on a un bac qui montre qu'on est fait pourquoi pas pour une école de commerce et qu'on se retrouve à rêver d'une formation en école de commerce qui est à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour l'année? Quelles sont les astuces, quelles sont les solutions pour des étudiants qui viennent d'un milieu modeste et qui sont pas forcément aidés, Immanuel Hadja? Sur cette question-là, c'est toujours une question un peu compliquée parce que les aides sociales à destination des jeunes sont quand même très peu nombreuses, très peu connues et souvent insuffisantes. Donc dans ce genre de situation, nous à l'UNEF, on a un dispositif qui s'appelle SOS Inscription, où on a des bénévoles qui vont orienter les jeunes, vont leur permettre de connaître les différentes formations qui sont disponibles, les aider aussi sur l'aspect social, l'aspect financier, comment est-ce qu'on peut trouver une exonération de frais d'inscription, comment est-ce qu'on peut faire sa demande de bourse, etc., etc. Donc dans ce cas-là, nous on renvoie les jeunes vers ce dispositif-là. Donc c'est sur un site internet sos-inscription.fr et donc ça permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse à la suite les aider à trouver une inscription, parce que malheureusement on est le 16 août et il y a encore des jeunes qui sont sans inscription, donc ça peut être utile. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de jeunes sans inscription à ce stade? On a les chiffres de la phase principale de Parcoursup qui atteignait les 92 000 jeunes sans affectation. Donc là, il faut attendre mi-septembre pour avoir les chiffres à la fin. Et fin du suspense, mi-septembre. Mi-septembre, voilà. Où on aura les chiffres des jeunes qui ont été acceptés ou non en phase complémentaire. Sachant que c'est quand même assez compliqué parce que sur la phase complémentaire, la première semaine, un étudiant qui voulait faire du droit ou de la science politique, il n'y avait plus aucune place sur Parcoursup. Oui, effectivement, donc c'était compliqué. Vous-même, vous êtes en sciences politiques, vous avez réussi à avoir de la place quand même, ça va? Moi, j'ai eu de la chance, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Parlons maintenant du niveau des universités françaises. Pardon de dire le niveau, je sais que ça passe pour un jugement, mais on le disait, le classement de l'université de Shanghai a été publié hier, qui classe, selon ses propres critères, les meilleures institutions universitaires du monde. Je dis institutions universitaires parce qu'il n'y a pas que du public et du privé, il y a tous les pays surtout. Dans le top 50, les 50 meilleurs établissements du monde, 3 établissements français figurent. Et effectivement, ils sont tous les 3 franciliens. Vous avez Paris-Saclay, vous avez le pôle Paris Sciences et Lettres et Sorbonne Université, qui perdent chacun quelques places, mais qui malgré tout s'y maintiennent. Est-ce que l'université française est l'une des meilleures du monde ou pas du tout, Isabelle Ferry? Alors, je ne dirais pas ni bonne ni mauvaise. Je pense que notre système universitaire a le mérite de proposer des études et un panel d'études à tous les élèves à des coûts abordables, puisque c'est 283 €, je crois, une année d'inscription en licence. Donc, effectivement, c'est pour des familles, c'est acceptable. C'est entre 500 et 1000 fois moins qu'aux États-Unis dans certaines institutions prestigieuses. Alors après, effectivement, on peut se dire que vu ce coût-là, peut-être que les prestations, les cours donnés, les professeurs qui enseignent sont peut-être de seconde zone, mais moi je pense pas. Moi, mon fils fait des études à l'université. J'en suis, il en est content. Je trouve que chaque université a ses points forts et ses faiblesses.
baisse, c'est-à-dire que on sait par exemple pour faire médecine, c'est telle université qui est plus priorisée dans notre pays que d'autres sur le territoire, ainsi de suite. Donc du coup, les parents se renseignent généralement puisqu'il y a des classements d'université, enfin intra franco-française, j'ai envie de dire, où on sait tel département pour les sciences, il faut plus aller vers là, vers là. Donc du coup, voilà, on a tendance à regarder quelle université a bonne réputation, laquelle aussi est souvent en grève. Hein, on va pas se cacher les choses. Tout à fait. Ça arrive. Emmanuel Hadj. Moi, je suis plutôt plus critique sur le classement de Shanghai. Plus que sur les grèves. J'allais dire aussi. On pourrait le dire. Bon, c'est une boutade de ma part. C'est autre chose. Il n'y a pas de souci. Vous êtes critique sur le classement de Shanghai. Pourquoi ? Parce que justement, par rapport à comment est-ce que ce classement il est fait, on va pas classer sur le bien-être des étudiants, sur le bien-être du personnel enseignant, etc., etc. On va faire des calculs sur le nombre de publications qu'il peut avoir, sur du coup le taux de réussite des étudiants, etc., etc. Par contre, tout ça en fait est intrinsèquement lié avec le sujet qu'on avait tout à l'heure. Si on n'a pas d'argent pour pouvoir faire ses études, on a plus de chances de redoubler. Et ça, on le voit. Pourquoi est-ce que aujourd'hui sur ce classement-là, il y a du coup les 3 entre guillemets mastodontes universitaires français, mais qui a pas pôle du coup d'excellence. Oui, c'est les mastodontes français comme on a voulu les créer, où c'est beaucoup des sciences dures, etc. Pourquoi est-ce que face à ça, on n'a pas une université comme l'université de Paris 13 qui est dans le 93? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'université de Limoges, etc. Parce que c'est des petites universités où finalement on n'a pas d'intérêt à les faire monter plus que ça dans la logique que les gens peuvent avoir. Moi, une bonne université, c'est une université où les étudiants peuvent faire les études de leur choix dans les meilleures conditions qui soient, qui soient pas en train de mourir de faim ou d'angoisse, et que le personnel enseignant ait les meilleures conditions qui soient, qu'on n'ait pas un plafond qui nous tombe dessus. Parce que moi, je veux bien, mais on nous cite du coup 3 universités, que ce soit Orsay ou Sorbonne Université. On a vu des choses qui sont quand même scandalisantes dans les conditions de vie et d'études, que ce soit des étudiants, mais aussi du personnel. Merci à vous, Emmanuel Hadj, présidente de présidente de l'UNEF tout simplement, syndicat étudiant. Merci à vous, Isabelle Ferry, vice-présidente de la PEP, organisation de parents d'élèves. Merci à vous d'être intervenus aujourd'hui sur Sud Radio. Bonne rentrée à toutes les deux d'ailleurs, si j'ose dire, ça approche d'ici quelques semaines, et bon courage pour la rentrée et pour les courses de la rentrée. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio.